Salut la commu! Si vous kiffez mon contenu, le meilleur moyen de le montrer, c'est de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Ça prend 2 secondes et ça fait vraiment la diff. On commence tout de suite avec le mot abonner. Je ne sais pas si tu es au courant, mais tu peux t'abonner au théâtre de la même manière que tu peux t'abonner à cette chaîne ou à ce compte, de la même manière que tu peux t'abonner au ciné, de la même manière que tu peux t'abonner à un magazine ou à n'importe quel mensuel. À la différence d'un magazine ou ce genre de choses où tu vas payer et tous les mois ou toutes les semaines ou peu importe, tu vas recevoir ton truc à lire, au théâtre, en gros, tu vas t'abonner pour pouvoir avoir une avance sur les autres spectateurs par rapport à toute la saison culturelle. En gros, tu vas prendre un forfait dès le début d'année et tu vas dire tous ces spectacles-là, j'ai envie de les voir, donc tu vas avoir tes places J1 et ça t'évitera de repenser derrière au fait que tel spectacle, t'aurais peut-être eu envie de le voir et en fait, t'as pas de billet et y a plus de place et c'est la cata. En gros, un abonné de théâtre, c'est quelqu'un qui va acheter un forfait et qui va lui permettre du coup d'aller voir plusieurs spectacles dans la saison théâtrale. Dans le fonctionnement, après, ça va dépendre des théâtres dans lesquels tu vas. Soit tu vas avoir un forfait, tu vas dire voilà, tous ces spectacles-là, je vais aller les voir, t'as tes billets dès le départ et du coup, souvent, tu payes moins cher aussi ta représentation. Soit t'as aussi des théâtres qui partent du principe qu'à partir du moment où tu payes une adhésion et un abonnement à leur structure, alors du coup, t'as accès à absolument tout, souvent en pré-vente ou en tout cas en avance sur les spectateurs plus lambda, on va dire, pas abonnés, et tu vas avoir par exemple des réductions, genre toute l'année ton spectacle au lieu de te coûter 21 €, il va t'en coûter 15 ou moins que ça. Toutes ces valeurs là c'est des valeurs fictives bien évidemment, juste à titre d'exemple. L'avantage de l'abonnement, surtout quand tu choisis directement tes spectacles, c'est que déjà dans un premier temps tu vas souvent payer moins cher et surtout ça te permet d'avoir tes billets en avance, ce qui veut dire que pour des grosses productions ou des plus petites mais qui vont avoir de ouf de succès, et du coup toi t'auras déjà tes billets, t'as pas de problème au niveau de la jauge, t'es sûr de pouvoir aller voir ton spectacle et puis tout le monde est gagnant. L'avantage d'un abonnement c'est que donc tu peux avoir accès au spectacle en avance, t'as accès à des tarifs réduits et la plupart du temps tu peux avoir aussi accès à des bonus. Ces bonus ça va être par exemple rencontrer une équipe artistique, pouvoir échanger avec eux, ça va être je sais pas des repas au théâtre si le théâtre est doté d'un restaurant, ça va être aussi des visites du lieu, ça peut être des événements qui sont prévus que pour les abonnés. Bref, pour toi, c'est tout bénef si tu as la possibilité de prendre un abonnement en avance. Mais là où c'est vraiment très intéressant, c'est aussi dans le soutien que tu vas apporter à la structure et au théâtre dans lequel tu vas prendre un abonnement. L'avantage pour les théâtres, c'est que ça fait des revenus prévisibles, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont déjà payé un abonnement, tu sais déjà que les artistes que tu vas recevoir pour tel spectacle, il y a déjà des fonds pour pouvoir les rémunérer, etc. Ça prend de l'avance sur ce que tu vas gagner en billetterie et donc du coup pour la structure c'est vraiment super cool. Le deuxième point qui est super positif, ça va être la fidélisation du public, parce que là où potentiellement tu vas te dire tiens tel spectacle j'aimerais bien aller le voir et puis finalement tu vas oublier que tu voulais aller le voir et du coup tu ne vas pas aller le voir, et souvent quand tu as pris ton abonnement, que tu as déjà tes billets, tu te dis ah ouais mais en fait j'ai la flemme mais j'ai payé. Donc souvent tu vas quand même aller au théâtre et donc du coup ça fidélise le public, ça met un peu plus de monde un peu plus régulièrement et pour les structures on va pas se mentir c'est quand même un gros point positif. Et le dernier point c'est bien sûr que ça va permettre au théâtre de mieux planifier les choses en fait tout simplement. Si tu sais que toute ta jauge est déjà prise sur une date où en fait tous tes abonnés ont pris le même spectacle, peut-être que tu peux te poser la question de reprogrammer les artistes en question, ça te permet de planifier les choses, de prendre de l'avance et donc du coup c'est tout bénef pour la structure. En résumé, être abonné à un théâtre, c'est finalement prendre de l'avance sur une saison culturelle, c'est aussi se fidéliser en tant que public dans une structure et ça file un grand coup de main au théâtre, donc finalement c'est tout bénef pour tout le monde. Donc en résumé, un abonné au théâtre, c'est un spectateur fidèle qui va venir sur plusieurs représentations, qui prévoit en tout cas de venir et qui du coup va pouvoir bénéficier davantage au sein du théâtre pour qu'on le remercie tout simplement du fait de s'être abonné à la structure. Aujourd'hui, le deuxième mot qui nous intéresse, ça va être absence. Alors je vais pas vous mentir, quand j'ai ouvert le dictionnaire, que je me suis rendu compte que le deuxième mot c'était absence, j'ai tiqué, je me suis dit mais en fait c'est quoi ce mot? L'absence n'est pas un terme qui est rattaché au théâtre. Qu'est-ce que ça fiche dans ce dictionnaire? Et en fait, en parcourant un petit peu le truc, etc., je me suis rendu compte que Christophe Barbier, qui est donc l'auteur du dictionnaire, vous avez tous les liens dans la description, comme d'habitude, on source les recherches et tout le bazar, et Christophe, il nous a mis aussi des termes, histoire de parler d'anecdotes, histoire de parler de petites choses en rapport avec le théâtre, qui sont pas forcément des termes de jargon que vous avez besoin de connaître. Il n'y a pas de définition théâtrale de l'absence. Par contre, il y a des anecdotes.
sur l'absence. Et donc j'ai lu toute la description qu'il a mise dans ce dictionnaire sur l'absence, où il raconte du coup une anecdote avec un comédien qui n'est pas venu en représentation et donc qui développe un petit peu tout un point de vue philosophique et poétique sur l'absence à partir de ça. Et je me suis dit, plutôt que de vous raconter bêtement ce qui est écrit dans le dictionnaire, que je vous invite à parcourir si ça vous intéresse, c'est que j'allais peut-être vous raconter une anecdote qui, moi, m'est arrivée en rapport avec justement l'absence sur scène. Je me suis dit que ce serait 1000 fois plus rigolo, et pour un épisode 2, on partage des petites anecdotes et c'est rigolo. En 2019, avec ma compagnie, on part en tournée pour mon projet Charles IV. Charles IV, c'est la toute première pièce de théâtre que j'ai écrite de toute ma vie. Je l'ai écrite en 2015-2016 à peu près par là, mise en scène une première fois en 2016-2017, et après une autre mise en scène en 2017-2018, on a décidé avec l'équipe de reprendre du coup ce projet-là. Et donc en 2019, nous voilà partis en tournée, et pour trouver des dates, j'ai un petit peu démarché tous les trucs possibles que je connaissais. Et parmi ces trucs, il y avait la salle des fêtes du village où j'ai grandi. Jour de la représentation. On est donc installé dans la salle des fêtes, qui a une petite scène, et il y a une petite console régie dans laquelle moi je suis à côté du public. Je suis devant la console régie, je suis pas dans la console régie, mais vous aurez compris le business. Je suis donc à la régie, le spectacle commence, les premières scènes se passent, et tout va bien. Le spectacle roule, je veux dire, on est habitué, les comédiens sont habitués, tout est ok. Quand soudain arrive une scène pleine de surprises. Arrivent sur scène 3 personnages. Charles, qui est le personnage éponyme, Henri et Arthur, qui sont ses frères. Et donc la scène commence, les comédiens sont sur scène, commencent leur scène, et à un moment donné, Arthur doit lancer une phrase pour que Franck, qui est le dernier frère de la fratrie, puisqu'ils sont 4, vous aurez compté, rentre sur scène pour continuer la scène. Sauf qu'Arthur dit sa phrase et il se passe rien. Il se passe rien du tout. C'est-à-dire que le comédien qui est censé rentrer sur scène, il est pas là. Il est pas là, on ne sait pas ce qui se passe, il est quelque part dans les coulisses, mais on ne sait pas où il est. Et autant vous dire que dans des coulisses, dans une salle des fêtes, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas grand espace, donc dans tous les cas, c'est pas normal qu'il ne soit pas là. Heureusement, la personne qui jouait Arthur, en fait, avait un très bon niveau en improvisation, donc commence à improviser dans la scène pour essayer de sauver tout le schmilblick qui est en train de se passer, mais c'est la panique. Moi, je suis à la régie, je ne peux rien faire, et je me dis, mais est-ce qu'il s'est passé une dinguerie? Est-ce que le comédien est tombé dans les vapes? Est-ce qu'il est malade? Est-ce que, je sais pas, il s'est cassé une jambe et je ne suis pas au courant parce que je suis sur le côté? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, après 30 secondes, 1 minute d'enfer pour les comédiens et pour moi, où le public ne se rend compte de rien, le comédien rentre sur scène et fait sa scène. Et donc forcément tout le monde s'est posé la question, moi le premier, de mais qu'est-ce qui s'est passé? Et évidemment vous doutez bien que je suis allé voir ce comédien juste après le spectacle pour lui demander si de une tout va bien, et s'il peut me dire pourquoi il était en retard sur son timing d'entrée sur scène. Et vous n'allez jamais me croire sur la raison pour laquelle il était absent de ce début de scène. On raccroche les wagons sur les termes, vous aurez capté. Il me dit, je me suis endormi. C'est-à-dire qu'en fait, les pendrillons, pour les personnes qui savent pas, sur scène, c'est des grands rideaux ou des grands pans de mur qu'on met pour qu'on puisse se cacher, en fait, derrière. Et du coup, hop, on se planque là, et on revient sur scène, on peut se planquer. Et donc, ce qui se passe, c'est que ces pendrillons, c'était du dur. C'était concrètement des portes, quoi. Et lui avait très mal dormi le soir. Il était dans une chambre commune où il y avait 2 personnes qui ronflaient comme pas possible, et en fait, il a très peu dormi cette nuit-là. Ce qui fait que quand il est arrivé sur scène, il s'est calé contre les pendrillons en attendant son tour pour rentrer, et en fait, il s'est endormi. Le gars s'est endormi dans les coulisses, sur scène, et c'est quand Arthur a crié plus fort son nom qu'il est rentré sur scène en autopilote, et en fait, il nous racontait qu'il s'est réveillé pendant la scène, c'est-à-dire qu'il était en train de faire sa scène, de dire son texte, quand il a commencé à se réveiller. Genre, le gars maîtrisait le spectacle à la perfection, genre vraiment. Bref, c'est une histoire encore aujourd'hui dont on rigole énormément avec toute l'équipe, et bien évidemment quand on a des nouveaux venus dans la compagnie, on leur raconte cette anecdote parce que je la trouve exceptionnelle, et j'espère que toi aussi tu l'auras trouvée exceptionnelle. Je la trouve fantastique, je veux dire, ça n'arrive pas ce genre de choses d'habitude, et je trouve ça trop fort que ce soit arrivé, et heureusement que ce soit juste une histoire d'endormissement dans les coulisses et pas quelque chose de grave qui soit arrivé. On va parler d'absurde. Quand on parle d'absurde au théâtre, on parle de théâtre de l'absurde. Le théâtre de l'absurde, c'est un courant théâtral qui est apparu à peu près vers 1950. On n'est pas sûr de la date de début, tout le monde n'est pas d'accord sur la question.
mais en gros, la plupart du temps, on cale la période entre 1950 et 1994. Le théâtre de l'absurde, c'est un théâtre qui veut remettre en question toute la forme traditionnelle du théâtre qu'il y a jusqu'à cette époque-là. Le but du théâtre de l'absurde, c'est de rompre donc avec toutes les formes qu'on connaît le plus à cette époque-là, c'est-à-dire la comédie, la tragédie et la tragicomédie notamment. À la différence des œuvres classiques telles qu'on les connaît qui ont un début, un milieu et une fin dans l'histoire, là on va pas chercher à avoir un fil narratif, on va pas chercher à avoir une continuité. Et cette continuité, elle est autant dans le déroulement de l'histoire que dans les actions des personnages, que dans la manière dont ils vont échanger entre eux, etc. On rompt vraiment avec une construction logique de l'intrigue. Et en fait, ce que veut traiter le théâtre de l'absurde, c'est le côté justement absurde de l'existence. C'est vraiment traiter de l'insignifiance de l'être de manière générale, de l'être humain et de tout ce qui découle. Grosse ambiance dans le théâtre de l'absurde. En même temps, on peut que comprendre, le théâtre de l'absurde, ça arrive juste après la Seconde Guerre mondiale, donc autant vous dire que le mood, il est pas genre méga joyeux, on n'est pas au top du top, quoi. Dans le théâtre de l'absurde, on a donc beaucoup d'histoires qui n'ont pas vraiment de continuité, mais on a surtout beaucoup de personnages qui se parlent entre eux et qui en fait ne se comprennent jamais. En exemple de pièces de théâtre absurdes que vous allez connaître, il y a forcément En attendant Godot de Samuel Beckett, qui est, je pense, la pièce à laquelle on peut penser par défaut quand on pense au théâtre de l'absurde. Si on doit résumer le théâtre de l'absurde en 5 points, ce serait une intrigue fragmentée où il n'y a pas forcément de début, de milieu et de fin, un dialogue circulaire entre les personnages qui, la plupart du temps, vont parler pour ne rien dire, des personnages qui sont étranges ou anonymes et qui n'ont pas de passé et qui n'ont pas d'identité définie, beaucoup d'humour noir à travers un comique absurde qui fait en même temps rire et réfléchir, et une suspension du temps où on a l'impression que tout tourne en rond sans jamais vraiment avancer. Pour dire à quel point ça porte bien son titre d'absurde, c'est un courant théâtral qui a beaucoup influencé les surréalistes et le dadaïsme. Et le terme, en l'occurrence, il a été popularisé en 1962 par un gars qui s'appelle Martin Esslin, je pense que ça se prononce comme ça, dans son livre The Theatre of Absurd, du coup, qui a été le moment où on s'est dit, tiens, ouais, effectivement, ça va s'appeler comme ça. Le théâtre de l'absurde, c'est vraiment un théâtre qui crée une rupture avec ce qu'on connaissait à l'époque du théâtre et qui vient vraiment sur les planches pour te dire, est-ce que c'est le monde il est à l'envers ou est-ce que c'est moi qui suis à l'envers? Bref, on dit bye au genre qu'on connaît, on met en place des personnages comme celui de Godot qui n'arrive jamais, on ne sait même pas qui c'est, et on vient critiquer, bah voilà, la construction même de la vie, le côté absurde de l'existence, et bref, on s'éclate. Vraiment, c'est méga fun, quoi. On avance et on va parler d'accessoires. Je vous donnerai pas la définition vraiment très précise d'un accessoire, je pense que tout le monde est au courant de ce que c'est, mais sachez que en anglais on utilise le terme de prop pour parler d'un accessoire de théâtre ou de cinéma. Et un accessoire, c'est donc un petit objet, quelque chose qu'on va avoir sur soi ou qu'on va utiliser dans le décor et qui va avoir plusieurs utilités. La première chose à laquelle va servir un accessoire, ça va être de jouer une action. Par exemple, une canne, bah ça va permettre de marcher. Une épée, ça va permettre de se battre. Un livre, ça va permettre de lire. Ce serait bizarre d'avoir quelqu'un sur scène qui dit qu'il est en train de lire un livre et qui n'a rien dans les mains. L'accessoire est là pour ça. Dans un second temps, l'accessoire il sert bien évidemment à caractériser le personnage. Par exemple, j'ai un personnage qui est un peu âgé, qui ne voit pas clair, je vais lui mettre une paire de lunettes. J'ai un personnage un peu bling bling, bah je vais lui mettre plein de bijoux partout bien évidemment. Ça sert véritablement à caractériser le personnage et à donner des appuis de jeu pour les comédiens et comédiennes aussi en même temps. Et bien sûr, un accessoire ça sert aussi à donner du réalisme à la scène. Par exemple, dans la mise en scène, si on est dans une taverne et qu'on met un tonneau en accessoire ou des chopes ou ce genre de choses, et bah tout de suite on va être projeté dans un univers qui est beaucoup plus vraisemblable et du coup qui va nous emmener plus facilement là où on a envie de nous emmener. Contrairement au décor qui va être un truc qui est vraiment posé dans l'espace et qu'on va très peu bouger ou à des moments très précis, l'accessoire il peut être amené à beaucoup bouger sur scène, à passer de main en main, etc. Ça va être un appui de jeu pour les acteurs. Par exemple, si on reprend l'exemple de la taverne, je m'assois à la taverne, je prends ma chope, je vais me faire servir une bière, ou alors inversement, je me la fais servir d'abord. Enfin bref, vous avez compris, ça fait vraiment de l'appui de jeu, mais ça peut aussi être des éléments qui sont cachés au public, des choses qui sont dans les costumes et que le spectateur ne voit pas. Mais l'interprète sait que cet élément est là et donc du coup ça lui donne un appui de jeu supplémentaire. Par exemple, si j'ai un personnage qui a du mal avec l'héritage familial et que il a autour du cou un gris-gris, un collier peu importe, qui est caché du public, le comédien va forcément sentir le collier contre sa peau, donc pouvoir réactiver
activer cette mémoire-là de jeu par rapport à son personnage. Pour autant, le spectateur ne verra jamais le collier. Mais ça fait partie des accessoires et ça reste important dans ce qu'on fait sur scène, bien évidemment. Un accessoire, c'est super pratique pendant un spectacle, pour une représentation, mais il y a un gros piège avec ça. Et le gros piège, c'est d'aller mettre un accessoire au plateau alors qu'on n'en a pas besoin. C'est un petit peu la règle du fusil de Tchekhov dont je vous parlerai bien plus tard, bien évidemment. En fait, si un accessoire est amené au plateau et qu'il est montré, et ben la plupart du temps, on s'attend qu'à un moment donné, cet accessoire soit utilisé. Quand on pense à ça, par exemple au cinéma, c'est qu'on va y avoir un gros plan sur un élément et on se dit « Ah ouais, ok, ce truc-là va revenir ». Si on fait un gros plan sur l'élément, qu'on s'attarde dessus et qu'on revient jamais dessus plus tard, alors dans ce cas, c'est que cet élément, il a servi à rien et donc il n'était pas nécessaire. Et c'est là toute la subtilité de l'accessoire, c'est hyper utile, mais faut pas en mettre trop non plus, et faut toujours que ça serve à quelque chose. Un des accessoires les plus connus du théâtre, pour le coup, ça va être le crâne de Yorick dans Hamlet. Même si t'as pas vu de théâtre, tu sais forcément de quoi je parle, c'est la fameuse scène de Hélas pauvre Yorick avec Hamlet qui a le crâne dans la main. Ce crâne, c'est vraiment l'accessoire par excellence. Quand on pense accessoire, on pense forcément à ce crâne à un moment donné parce que c'est le plus connu et le plus mythique, on va dire aussi. Et une petite anecdote rigolote sur ce crâne d'ailleurs, en faisant mes recherches, je me suis dit tiens, n'y a-t-il pas quand même une petite anecdote sur les accessoires? Je ne sais pas si vous saviez, mais l'acteur David Tennant, qui joue notamment le Docteur dans Doctor Who, il a joué dans une adaptation d'Hamlet il y a des années, et il faut savoir que ça a été le premier à avoir un crâne humain, un vrai, sur scène, pendant la représentation. C'est pas une blague. En fait, il y a un peintre qui s'appelait Andrei Tchaïkovski, qui avait en fait légué son corps à la science et qui avait dit « Je voudrais que mon crâne devienne un accessoire de théâtre » et du coup il a légué son crâne à la Royal Shakespeare Company. Et donc ce crâne il a été stocké, etc. et David Tennant a été le premier à l'utiliser sur scène. Le truc c'est qu'il l'a pas utilisé très longtemps parce que quand les gens ont fini par savoir qu'en fait c'était un vrai crâne humain sur scène, et ben en fait ils étaient plus concentrés sur le reste et donc du coup la compagnie a dit ok stop, on met un prop plutôt qu'un vrai crâne et comme ça les gens ne viendront pas juste pour ce moment-là au détriment du reste de la représentation. Mais donc c'est vraiment arrivé déjà que ce fameux crâne ce soit vraiment le crâne de quelqu'un et je trouve ça fou. On va parler d'acteurs. Bon, je vais pas vous mentir, mais dans le dictionnaire amoureux du théâtre, il y a des petits pièges, comme c'était le cas de absence dans l'épisode 2, où en fait c'est pas du tout un terme rattaché au théâtre ou quoi que ce soit, et bah là, parler d'acteurs quand on est au théâtre, ça peut être un petit peu bancal. Preuve étant, dans le dictionnaire, quand vous l'ouvrez, et que vous arrivez sur la partie acteur, on vous dit « Allez voir à comédien ». Et du coup, je me suis dit, ça pourrait être intéressant, au lieu de juste passer le mot comme ça, de se tenir vraiment strictement à la structure du dictionnaire et en fait de vous expliquer ce que c'est que la différence entre un acteur et un comédien. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'acteur ou de comédien, et bah souvent on veut dire la même chose. Mais il faut dire que avant là, et bah c'était pas du tout la même chose. Et je trouve ça très intéressant de se questionner de comment on en est venu à utiliser les deux termes pour parler d'une même chose, là où avant, ça scindait les idées. Aujourd'hui, quand on parle de comédien ou d'acteur, on pense forcément à quelqu'un qui joue dans une pièce de théâtre, qui va jouer dans un film ou ce genre de choses. On va en parler aussi dans tout ce qui est voix off, voix de doublage, etc. Enfin bref, c'est deux termes qui sont vraiment aujourd'hui, qui ont le même sens et qu'on va utiliser dans tous ces contextes-là. On a tendance quand même aujourd'hui à faire une petite distinction et à mettre plutôt le terme de comédien au théâtre et d'acteur au cinéma, mais pour toutes les autres choses que je vous ai citées, voilà, ça navigue un petit peu entre tout, et dans tous les cas, il n'y a pas de règle stricte sur l'utilisation de ces deux termes et du contexte d'utilisation de ces deux termes. À l'origine, le mot acteur, il vient du latin actor, qui lui-même vient de agere, qui veut dire agir ou jouer. Là, ça reste cohérent par rapport à ce qu'on est en train de raconter, c'est cool. Donc à la base, le mot acteur, ça veut dire celui qui agit ou celui qui représente. Donc tout ça, c'est indépendamment de la représentation, d'accord? Indépendamment du spectacle. C'est celui qui agit ou qui représente dans n'importe quel contexte. C'est un mot qu'on a commencé à utiliser en France au XIIIe siècle, mais qui a vraiment pris son sens actuel au XVIIe. À partir du XVIIe, on dit « Ok, l'acteur, c'est celui qui interprète dans le cadre d'un spectacle, et plus tard, d'autres choses. » On est vraiment arrivé à ce moment-là à un acteur est un interprète de rôle. Le mot comédien, lui, par contre, il vient pas du latin, il vient du grec. Ça vient de
komoidos. Je vais très mal le prononcer et pourtant j'apprends le grec. Ça vient de komoidos et ça voulait dire tout simplement acteur de comédie. Après, on a pris le terme grec, on l'a transposé au latin et on en a fait komoidus. Et en français, on a commencé à l'utiliser ce terme-là à partir du Moyen-Âge pour parler d'une personne qui joue une pièce de théâtre, que ce soit comique ou tragique, peu importe. Donc en gros, le mot comédien est beaucoup plus vieux que le mot acteur et surtout dans son utilisation dans l'art. Et ce que je vous disais au début, c'est qu'aujourd'hui, on a plus l'habitude de dire comédien pour du théâtre et acteur pour du cinéma. Et en fait, tout ça, ça fait suite à la naissance du cinéma à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, où en fait, on a un moitié scindé les deux dans l'idée en associant comédien au théâtre et en mettant acteur pour le cinéma. Aujourd'hui, en réalité, comme je vous disais, il n'y a pas vraiment de frontières. En fait, il n'y a pas de règles dans l'utilisation. On reste souvent, du coup, sur cette utilisation-là que je vous ai déjà dite, mais il y a tellement de professionnels aujourd'hui du spectacle, de manière générale, qui passent du cinéma au théâtre et inversement, que finalement, dire qu'on est comédien ou dire qu'on est acteur, bah ça dépend un petit peu de son ressenti perso et de ce qu'on a envie de raconter. Comédien dans son utilisation, ça vient vraiment toucher au théâtre pour le coup. On parle rarement d'un comédien au cinéma, en tout cas personnellement j'ai très peu entendu parler de ça dans ce sens-là. Mais acteur, ça peut vraiment toucher à tout, donc après, à qui veut utilise les termes qu'il ou elle veut. On va parler adaptation. Salut, c'est William du montage. C'était juste pour te prévenir qu'en faisant le montage de cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs mots qui ont sauté dû à la qualité de mon micro précédent. Je te rassure tout de suite, ce micro-là, je ne l'utilise plus. Comme tu peux le constater, j'ai investi dans du nouveau matériel, mais j'avais déjà tourné les 6 premiers épisodes avec mon ancien matos, donc évidemment, j'allais pas les balancer et je comptais bien vous les partager ainsi. Dans les prochains épisodes, tu auras une meilleure qualité de son, donc désolé pour celui-ci et je te laisse tout de suite à la vidéo. Une adaptation, en gros, c'est quand on prend une œuvre qui existe déjà et qu'on l'adapte du coup pour la mettre sur scène. C'est vraiment très simple. En gros, c'est une œuvre qu'on va prendre qui n'est pas forcément une œuvre théâtrale et qu'on va adapter, on va lui donner les codes pour que ça puisse être mis en scène. Par exemple, on peut adapter un roman au théâtre, mais ça va forcément impliquer une transformation. La notion de transformation, elle est hyper importante dans l'adaptation. Si on prend une peinture, si on prend un contenu cinéma ou vidéo, ou qu'on prend un roman qu'on veut mettre sur scène, bien évidemment, ça va nous obliger à revoir sa forme pour pouvoir la mettre au théâtre. Au théâtre, comme c'est vivant, on est sur un plateau, on a des spectateurs en vrai avec nous, on est obligé de faire ce travail de transformation d'une œuvre ou d'un matériau ou peu importe pour pouvoir en faire un spectacle. Si on reprend l'exemple du roman, par exemple, si je prends n'importe quel roman de ma bibliothèque, genre Les Chevaliers d'Émeraude qui a été la saga que j'ai dévorée quand j'étais ado, et qu'on veut l'adapter au théâtre, et ben il va falloir faire des modifications parce que les comédiens et comédiennes doivent dire le texte à voix haute. Ce sont des dialogues qu'on fait au théâtre et que toutes les descriptions qu'il y a dans le roman, je peux pas les faire dire au personnage, sinon ce serait un petit peu bizarre. Ça implique forcément donc de transformer le texte, c'est-à-dire de transposer quelque chose qui est très littéral, très description, etc. en un dialogue qui va dire la même chose, mais du coup de manière orale. Mais une adaptation, c'est pas seulement le fait de prendre un matériau qui est pas théâtral pour en faire quelque chose de théâtral, ça peut être aussi d'adapter une pièce de théâtre. Mais là encore, on garde forcément la notion de transformation, c'est-à-dire que si je prends une pièce de Shakespeare, par exemple complètement au hasard comme ça, Richard III, et que je prends cette pièce et que je joue cette pièce telle quelle, c'est-à-dire soit en version originale, soit dans sa version traduite officielle, ou une de ses versions traduites, parce que pour Shakespeare on en a plusieurs, alors je suis pas dans une adaptation, je suis dans une mise en scène. L'adaptation, ça va impliquer donc de transformer, comme je disais, des choses. Ça va être par exemple de retirer des personnages, ou en ajouter, retirer des passages, ou en ajouter, reprendre par exemple des passages qui seraient plus trop acceptables aujourd'hui pour en faire quelque chose de plus acceptable. Par exemple, il y a des pièces qui ont très mal vieilli, qui sont remplies de propos racistes, homophobes, sexistes et j'en passe, et en faisant une adaptation, on peut enlever ces propos-là, on peut les remanier, etc. Changer le texte pour que ce soit beaucoup plus correct pour tout le monde. Alors par contre, quand on parle d'adaptation, on n'est pas obligé de réécrire complètement l'histoire. Il y a des gens qui font ça, qui reprennent par exemple une pièce de Shakespeare et qui vont la réécrire complètement pour la moderniser, et il y a des personnes qui vont juste couper des passages, etc. Perso, c'est ce que j'ai fait sur ma mise en scène du Songe d'une nuit d'été. J'ai coupé dans le gras, j'ai enlevé plein de passages et j'ai recondensé ça en 45 minutes. Là, on adapte parce qu'il y a beaucoup de choses du matériau original qui vont sauter, et donc du coup, c'est une nouvelle vision de l'œuvre qu'on va apporter. Comme elle est transformée, on l'a adaptée. En gros, une adaptation, c'est une œuvre nouvelle qui naît d'une œuvre ancienne.
On prend le matériau initial, on en fait autre chose à partir de ce matériau, on l'adapte pour la scène avec toutes les contraintes que ça implique et ça crée donc une nouvelle œuvre à partir de la première. Pour ma part, j'ai pas vu beaucoup d'adaptations au théâtre, mais il y en a une qui m'a beaucoup marqué à Londres en 2016, c'est Don Juan in Soho avec David Tennant au cast bien évidemment. C'est une réécriture de Patrick Marber, du coup de Don Juan de Molière, et moi qui suis pas trop branché Molière de base, et ben ça m'a fait aimer Molière, j'ai beaucoup aimé cette réécriture. Tu peux trouver le livre, je pense à peu près partout, seul truc, ça n'a pas été traduit en français, voilà. Mais pour toutes les personnes qui peuvent lire en anglais, je vous conseille très fort cette adaptation, je la trouve vraiment très cool. On va parler des affiches. Alors bien évidemment, je vous ferai pas une définition de ce qu'est une affiche, je pense que tout le monde ici sait à peu près de quoi on parle, mais le fait est qu'au théâtre, une affiche, c'est à la fois un trophée pour les metteurs et metteuses en scène qui ont créé le spectacle qu'on va voir, que pour les comédiens et comédiennes qui ont interprété les rôles du spectacle en question, que pour aussi les spectateurs et spectatrices qui ont assisté au spectacle. J'en profite pour passer un coucou à Asilis du compte Théatrux et à Ondine du compte Interspectra qui se reconnaîtront dans le fait d'accumuler les affiches comme ça, à ne plus savoir quoi en faire. Je te mets leur compte directement en barre d'infos. Donc une affiche de théâtre, bien évidemment, c'est un support visuel qui sert à annoncer un spectacle. Jusque là, on est à peu près d'accord sur la définition. À l'origine, l'affiche de spectacle, elle a été pensée pour annoncer donc la représentation de théâtre, comme on le fait encore aujourd'hui, avec dessus les infos pratiques, c'est-à-dire quel est le nom du spectacle, où est-ce qu'il va se jouer et avec qui dans le casting. Aujourd'hui, l'affiche, elle a dépassé aussi cet aspect pratique pour devenir aussi un objet graphique à part entière. Et ces affiches, elles démontrent aussi d'une direction artistique qui est propre à chaque compagnie ou à chaque établissement. Par exemple, si vous prenez la charte graphique du théâtre du Quai à Angers, c'est pas du tout la même chose que celle du Théâtre National de Bretagne à Rennes. Donc les affiches, c'est vraiment devenu un symbole de l'identité graphique d'un espace, mais aussi d'une compagnie. Si vous prenez les spectacles de Thomas Joly par exemple, vous voyez qu'il y a une typographie qui se répète à chaque fois. Et donc du coup, on est sur une unité entre les différents spectacles. Ça a donc dépassé à ce niveau-là l'échelle de la simple information. On est vraiment sur un outil graphique qui a vraiment une vocation, une direction artistique et qui fait partie de l'ADA générale de la compagnie, de l'établissement et de tout ça. Ne m'en voulez pas, hier j'ai fait beaucoup de montage et je me suis rendu compte que sur les 6 premiers épisodes je me répète de dingue dans tout ce que je dis, mais c'est juste qu'en fait j'ai une ligne directrice et qu'après je pars en impro total sur ce que je vous dis et du coup je dis beaucoup de fois la même chose. Mais ne m'en voulez pas pour ça, j'y travaille. Promis, j'y travaille. Au tout départ, les affiches c'était juste des pancartes qu'on mettait dans la rue avec les informations par rapport à un spectacle. C'est au 19e siècle que ça va vraiment changer pour les affiches avec l'arrivée de la lithographie en couleur et l'essor des grands théâtres. Grands théâtres qui se trouvaient notamment à Paris, Lyon, Bordeaux et Marseille. On n'est pas encore sur la décentralisation théâtrale, ça je t'en parlerai dans une autre vidéo plus tard. À cette époque-là, il y a un gars qui s'appelait Jules Chéret qui était peintre et lithographe qu'on considère sobrement comme étant le père de l'affiche moderne. Entre 1960 et 1990, on considère qu'il a vraiment changé le business en utilisant notamment des couleurs, en utilisant des compositions qui sont assez élégantes et des personnages féminins dynamiques qu'on appelle les chérettes. Et c'est à ce moment-là précis que l'affiche, elle est plus seulement un outil d'information, mais vraiment une composition graphique à part entière. Et l'affiche à ce moment-là, en étant un outil vraiment créatif à part entière, elle change complètement le game puisqu'on n'est plus là simplement pour annoncer une représentation, mais on crée un outil supplémentaire, comme on l'a déjà dit, qui lui vient servir la représentation. Une belle affiche, c'est ça qui va vous faire venir à un spectacle. Si l'affiche est complètement moche, peu de chances que vous ayez envie de vous déplacer. Il y a une anecdote qui est assez marquante pour montrer un petit peu l'importance qu'ont pris les affiches dans le milieu culturel et dans le milieu théâtral de manière générale. En 1894, il y a un artiste tchèque du nom de Alphonse Mucha, j'espère que je prononce correctement son nom, qui est appelé en urgence pour créer une affiche pour une pièce dans laquelle joue la célèbre Sarah Bernhardt. Si tu connais pas Sarah Bernhardt, je prévois toute une série de vidéos qui va te parler un petit peu des grandes figures du théâtre, donc n'hésite pas à être patient ou patiente, tu peux t'abonner, comme ça le jour où ça sort, tu seras au courant en premier ou en première. Et le travail d'Alphonse, il a tellement plu à Sarah Bernhardt que du coup, il a signé par la suite un contrat de 6 ans pour collaborer avec elle. Juste parce que l'affiche qu'il avait faite dans le Speed, et ben en fait, elle avait adoré. Et on considère que cette affiche d'ailleurs c'est l'une des premières affiches à avoir transformé ce rapport de l'information en œuvre d'art directement. Aujourd'hui, malgré le fait qu'on utilise beaucoup les réseaux sociaux notamment pour partager des spectacles, et bien évidemment c'est le moment où je t'invite à aller t'abonner au réseau de mes compagnies et de mes associations juste là dans la description, ce serait super chouette pour moi, ça nous ferait gagner en visibilité et tu pourrais ne rien manquer de ce que je fais sur scène. On utilise quand même vachement l'affiche papier pour faire connaître son spectacle, c'est très rare un spectacle aujourd'hui qui ne passe que par internet et par les réseaux pour se faire connaître. T'as toujours, quand il y a un spectacle qui sort, une programmation, toujours une affiche, toujours un visuel qui est rattaché
à ce spectacle en question. Et en l'occurrence, le théâtre, c'est un art qui utilise encore beaucoup les canaux traditionnels pour se faire connaître. On utilise beaucoup du coup l'affiche, comme on a dit, mais aussi tout ce qui va être journaux, tout ce qui va être télé, si on y arrive, tout ce qui va être radio. On est vraiment dans un art qui est vachement ancré dans les médias vintage, on peut dire, parce qu'en fait, aujourd'hui, le théâtre a un peu de mal aussi à se démocratiser sur certains points. Ça se corrige un petit peu avec TikTok, c'est beaucoup plus accessible, mais le fait est que le public de base, celui qui va au théâtre, est un peu plus âgé, et donc du coup, est beaucoup plus attaché aux médias traditionnels. Je voulais dire traditionnel à la place de vintage, mais c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Et par exemple, pour dire à quel point l'affiche, elle a encore une place énorme aujourd'hui dans le milieu culturel, il suffit de se rendre au Festival d'Avignon. Les affiches, ça fait partie du folklore du Festival d'Avignon. Il y en a partout, il y en a sur tous les murs, il y en a dans tous les théâtres, il y en a absolument partout. Pour vous dire, il y a environ 1300 spectacles dans le off d'Avignon, ce qui veut dire que ça fait une quantité d'affiches colossal, et en fait ça fait partie de l'ambiance générale du festival. Vous vous doutez bien que par contre le problème des affiches, c'est l'impression et le fait qu'on consomme énormément de papier. On parle des 1300 compagnies dans le off d'Avignon, ça fait 1300 compagnies qui impriment une quantité énorme d'affiches dans l'espoir que leur spectacle soit vu, qu'il y ait des professionnels qui se déplacent et du public, etc. C'est pourquoi le festival d'Avignon a pris des décisions par rapport à ça, qui sont à mon sens de très bonnes décisions d'ailleurs. Ils ont décidé de placer des quotas pour les affiches, à savoir 150 affiches par spectacle et par compagnie, et jusqu'à 5000 flyers maximum pour un spectacle. Ça permet de limiter le nombre d'impressions et ça permet d'éviter une pollution qui est beaucoup trop conséquente suite à l'impression des affiches. Et l'objectif bien sûr c'est aussi de contrôler l'impact visuel que ça a, parce que bien évidemment avoir des affiches partout à Avignon ça fait partie du folklore, de l'ambiance du festival, mais s'il y en a partout, et ben en fait il y a quand même des choses à voir à Avignon qui sont hyper importantes, et donc limiter l'impact visuel, ça permet de reprendre aussi le contrôle sur ce qu'on voit de la ville d'Avignon pendant qu'on vient au festival. Et le festival a aussi décidé que les impressions doivent être faites sur du papier écologique, c'est-à-dire recyclé et recyclable au maximum du possible, histoire de limiter l'impact, encore une fois, de l'événement. Et c'est la même chose d'ailleurs pour les systèmes d'accroche qui doivent être aussi biodégradables, parce que comme ça, au bout du compte, on retombe à peu près sur ses pieds, ça permet de limiter un petit peu aussi l'impact écologique de gros événements comme celui-là. En résumé, l'affiche de théâtre, c'était à la base quelque chose qui était là juste pour t'informer d'un spectacle, et maintenant c'est devenu un objet graphique à part entière, qu'on travaille, qu'on réfléchit énormément en raccord avec une direction artistique, avec qu'est-ce qu'on a envie de montrer d'un spectacle, d'une structure et tout ce qui va avec. Pour clôturer cette vidéo, bien évidemment, je t'invite à aller voir un compte Insta qui est celui d'Elta, qui est la graphiste qui fait toutes les affiches de mes spectacles. Moi, j'adore travailler avec elle parce que je trouve qu'elle fait un travail de dingue. Alors si toi aussi tu aimes ce travail-là, je t'invite très fortement à aller la soutenir sur ses réseaux. Il suffit de la suivre, de partager son travail, et ça, ce sera d'une très très grande aide, et je te remercie d'avance de lui donner cette visibilité-là. Aujourd'hui, on s'attaque à un autre gros sujet, comme celui des affiches qui est sorti la semaine dernière. Si tu ne l'as pas vu, tu peux faire pause, tu peux aller le voir, le regarder après, peu importe. Aujourd'hui, on va parler de théâtre amateur. N'hésite surtout pas, si tu écoutes cette vidéo en faisant autre chose, à poser ton téléphone et à juste écouter ce que j'ai à te raconter. Et puis on est parti. Le théâtre amateur, aujourd'hui, c'est le théâtre que toi comme moi, on a fait quand on était à l'école, quand on était étudiant. Et souvent, c'est en passant par la pratique amateur qu'ensuite on arrive à la pratique professionnelle. Personnellement, le théâtre amateur, c'est une pratique que j'ai eue pendant plusieurs années, notamment quand j'étais à l'université, et qui m'a donné un jour envie de devenir professionnel. Après ça, c'est toute une autre histoire. Aujourd'hui, j'ai encore une compagnie de théâtre amateur. Je te parlerai peut-être de ce parcours-là si ça t'intéresse dans une autre vidéo, mais aujourd'hui, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on s'intéresse au théâtre amateur parce que c'est un théâtre que personnellement j'ai envie de défendre. C'est un théâtre que je trouve hyper impressionnant sur plein d'aspects, notamment au niveau de l'engagement, de la qualité de ce qui peut être proposé. Ce qui est rigolo aujourd'hui avec le théâtre amateur, c'est que tu as des spectacles qui sont excellents, dignes d'une scène professionnelle, et des spectacles qui le sont nettement moins. Mais encore une fois, c'est un autre sujet. Le théâtre amateur, c'est un théâtre qu'on a depuis très longtemps, bien avant qu'on décide de faire une scission entre les pratiques, en mettant d'un côté l'amateur et de l'autre le professionnel. Dans l'Antiquité, on avait déjà des formes de représentation qui étaient considérées comme non professionnelles. Au Moyen-Âge, on a aussi des traces de spectacles étudiants qui jouaient des pièces en latin, ou encore des formes populaires qui parlaient de religion ou de satire. Plus tard, au XVIIe siècle, c'est aussi une forme qui était dans certains cercles
sociaux comme la noblesse. La duchesse du Maine, par exemple, à l'époque, elle considérait que c'était un loisir particulièrement raffiné. Ce que je veux vous montrer par là, c'est que le théâtre amateur, c'est pas quelque chose de nouveau, et ça a toujours coexisté avec le théâtre professionnel. Ce serait faux de croire que le théâtre amateur est quelque chose qui est là depuis très peu de temps, sur l'échelle de l'histoire bien évidemment, et c'est important de se rappeler que ces formes-là, du coup, on a pu déjà les expérimenter, on en a des traces il y a très longtemps. Mais c'est toujours un petit peu compliqué de situer quand est-ce qu'on parle de théâtre amateur, quand est-ce qu'on parle de théâtre professionnel. Le théâtre avant le XXe siècle, c'est un peu comme si toi et moi, on décidait demain de monter un spectacle. On n'a pas forcément de structure, on n'a pas forcément de financement ou quoi que ce soit, juste on veut monter un spectacle et c'est cool. C'est à partir vraiment du XXe siècle qu'on a décidé d'institutionnaliser le théâtre amateur, pour plusieurs raisons, notamment le fait que c'était une pratique qui était particulièrement invisibilisée, malgré le fait que c'est une pratique, comme on l'a montré, qui est là depuis super longtemps. Donc important de structurer les choses. C'est en 1907 que ça va changer pour le théâtre amateur. À Nancy, il y a une fédération qui se crée et qui regroupe 9 compagnies de théâtre. C'est la Fédération internationale des sociétés théâtrales d'amateurs qui est réduite en FISTA. Le but avec ce projet, c'était de fédérer tout ce qui existait déjà dans le théâtre amateur. L'idée, c'était vraiment de structurer la pratique amateur, de lui donner de la visibilité, mais surtout de reconnaître que même si c'est une pratique en amateur, ça peut avoir une vraie valeur artistique et une vraie valeur de création. La création de cette fédération, elle répond à une envie de tous ceux qui pratiquent le théâtre amateur de se rassembler, de participer à des concours et aussi surtout d'agir dans un cadre officiel. L'objectif, c'était vraiment de se regrouper pour pouvoir partager cette pratique et la partager en dehors de plein de groupes différents qui agissent chacun de leur côté sans cohérence commune et sans projet commun qui est le théâtre amateur dans sa globalité. 2 ans plus tard, donc en 1909, la FISTA organise un premier congrès-concours pour le théâtre amateur. Cet événement, il visait à mettre en compétition différentes troupes de théâtre amateur autour d'un texte imposé, puis la représentation était jugée par des professionnels du théâtre. Ce qui est important à retenir avec la création de la FISTA, c'est que ça a permis au théâtre amateur de se structurer véritablement et d'exister en dehors de l'ombre du théâtre professionnel. On va pas se mentir, aujourd'hui encore, quand on te parle de théâtre amateur, tu te dis très facilement que c'est un théâtre moins bien qu'un théâtre professionnel. C'est une vraie idée reçue, le fait que, en fait, si un spectacle reste en amateur, c'est qu'il n'a pas la qualité d'un spectacle professionnel. Et par expérience, je peux vous assurer que c'est pas vrai. Et je te dis pas ça uniquement parce que je pratique dans le cadre amateur, mais bien parce que j'ai assisté à beaucoup de représentations de théâtre amateur et que j'ai vu des spectacles incroyables qui franchement ont rien à envier à certaines productions pro que j'ai pu voir. D'ailleurs, parenthèse, si ça t'intéresse que je te parle un petit peu de spectacles que j'ai vus, etc., j'en vois plus beaucoup maintenant parce que le temps me manque, mais ça me ferait plaisir de ressortir un petit peu tous les souvenirs que j'ai autour des spectacles, un peu dans le même format que la DVD Tech, donc n'hésite pas, dis ça dans les commentaires. Ce serait super chouette. Et si on reprend cet historique du théâtre amateur, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait le terme même de théâtre amateur, il a à peine 50 ans en réalité. Avant, on parlait plutôt de théâtre d'amateur. Et en fait, cette différence, elle faisait moins la césure entre le théâtre pro et le théâtre amateur qu'aujourd'hui. Le théâtre d'amateur, c'était juste du théâtre joué par des amateurs de théâtre, pas forcément un truc de mauvaise qualité qui vient en confrontation avec un spectacle pro. Mais l'évolution du terme, elle est hyper importante. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi ? Théâtre d'amateur. Si tu fais du théâtre professionnellement, la plupart du temps, c'est que tu es quand même amateur de théâtre. Donc en fait, ça crée un espèce de flou qui était bizarre. Là, le fait de scinder théâtre professionnel et théâtre amateur, tu scindes les techniques, tu scindes ce que ça représente aussi, et tu permets de donner vraiment de l'ampleur au théâtre amateur en tant que pratique de loisir en fait. De loisir et pas que aussi, il y en a beaucoup qui passent par le théâtre amateur pour arriver au théâtre professionnel, pour faire leurs armes, etc. Donc voilà, ça permet quand même de scinder les choses et de scinder les espaces entre le pro et l'amateur. Il y a un truc que je dis régulièrement à mes élèves qui sont apprenants du théâtre et donc qui pratiquent en amateur, c'est l'origine du mot même. Le mot amateur, il vient du latin amator,
qui veut dire celui qui aime. En fait, amateur, c'est un mot qui est dérivé de amare, qui veut dire aimer. Donc en fait, un amateur, à la base de la base, c'est juste quelqu'un qui aime pratiquer, et dans notre contexte particulièrement au théâtre. Historiquement, le terme amateur, c'est donc une personne qui pratique quelque chose sans en tirer un revenu. C'est vraiment quelqu'un qui fait les choses par passion. C'est un sens qui est resté, mais qui a pris une connotation un peu plus précise, et aujourd'hui, quand on parle d'amateur, on parle d'une personne qui agit en tant que non professionnel dans un domaine. Le plus souvent, du coup, c'est associé à du plaisir et donc, par extension, à un loisir. Mais alors, on peut se poser la question de le théâtre amateur en France, ça représente quoi? C'est quoi la place du théâtre amateur aujourd'hui sur le territoire? Bah, c'est environ 4000 troupes. 4000, c'est pas trop mal quand même. 4000 troupes, d'accord, mais ça représente surtout environ 15 000 manifestations par an. Alors oui, 15 000 manifestations par an, 2 millions de spectateurs. 2 millions de spectateurs en moyenne. Et il faut savoir qu'il y a certaines régions, et surtout certains départements qui vraiment ressortent leur épingle du jeu en termes de théâtre amateur. Et j'avoue que j'ai été le premier surpris du top 1 théâtre amateur en France, parce que c'est les Deux-Sèvres. Voilà, un gros coucou à Étienne Moustache qui passe par ici. And the Oscar goes to... Les Deux-Sèvres. Parce que dans les Deux-Sèvres, on compte environ 174 troupes amateurs. Je connais pas la taille des Deux-Sèvres, mais je pense que ça fait beaucoup de troupes au mètre carré, et ça représente environ 100 000 spectateurs annuels rien qu'en Deux-Sèvres pour le théâtre amateur. Vraiment, c'est assez conséquent. Et ce qui est intéressant avec cette structuration du théâtre amateur et la place que ça prend, c'est que du coup, au fur et à mesure, ça a commencé aussi à intéresser les universitaires. Parce qu'évidemment, on travaille beaucoup sur le théâtre professionnel, etc. Mais au bout d'un moment, on s'est dit, tiens, peut-être ce serait intéressant qu'on fasse des recherches sur ce théâtre amateur qui prend de plus en plus de place dans le paysage. Quand je dis de place, je veux pas dire qu'avant il y en avait pas, je veux dire que maintenant que c'est structuré et donc on peut chiffrer les spectateurs, les représentations, le nombre de compagnies, etc. Et bah tout de suite, les chiffres sont beaucoup plus impressionnants et on se dit, ah ouais d'accord, il y a un vrai truc qui se passe à ce niveau-là. Et à partir de 2004, à Rennes et partout ailleurs, il y a commencé à y avoir des colloques où en fait on a fait se rencontrer des chercheurs, des artistes pros, des amateurs, et on a mis tout le monde en commun pour réfléchir à cette pratique amateur et puis essayer de la théoriser aussi un petit peu. Et cette vidéo, pour moi, c'est aussi l'occasion de te partager à toi un guide qui a été écrit par rapport à la pratique du théâtre amateur. Ça a rassemblé plusieurs acteurs qui se sont mis ensemble, qui ont réfléchi à cette pratique et qui en ont fait un document qui est complètement accessible à tous. Ça a rassemblé plusieurs personnes dont l'ADEC Maison du Théâtre Amateur, l'ADEC 56, la Maison du Théâtre de Brest, l'Union Régionale Ouest de la FNCTA et une association dont je prendrai pas le risque de prononcer le nom et que je te mets ici parce que je comprends pas comment ça se prononce. Mais cette association fait partie de ce groupe de recherche. Et en fait, ce document qui a été fait par toutes ces structures ensemble, c'est un document qui vise à mettre en avant les valeurs du théâtre amateur et qui sensibilise aussi sur l'aspect bénévolat du coup du théâtre amateur et qui va poser aussi les limites qu'on ne doit pas franchir en tant que pratiquant amateur par respect pour le monde professionnel. C'est un document qui est hyper intéressant si toi tu veux faire du théâtre, si tu veux lancer ta compagnie en amateur. C'est un document qui t'explique ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire en tant qu'amateur par respect aussi pour le milieu professionnel. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui la culture elle prend cher, vraiment très cher, et du coup c'est de plus en plus compliqué de s'en sortir en tant qu'artiste, notamment de théâtre, et j'en sais quelque chose dans la sphère professionnelle pour trouver des dates, pour se faire booker, etc. Et du coup il y a des choses qu'on ne doit pas faire en tant qu'amateur pour ne pas entrer en concurrence déloyale avec le milieu pro. Et ce document il t'explique tout très très bien. Et il t'explique aussi que tu n'as pas à revoir à la baisse tes exigences artistiques et ce que tu as envie de porter et la puissance de ce que tu vas proposer parce que tu ne fais pas concurrence au milieu pro et que c'est pas parce que tu fais ça bénévolement que tu dois faire des choses de mauvaise qualité par souci de préserver la sphère professionnelle. Bien au contraire. Et ce qui est intéressant avec ce document, que personnellement j'ai lu quand j'ai monté ma compagnie de théâtre amateur, c'est que tu comprends que artistiquement tu peux vraiment faire ce que tu veux. L'avantage du théâtre amateur, c'est qu'il y a plein de codes que tu n'es pas obligé de respecter par rapport au milieu pro. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a essayé de passer pro avec sa compagnie qui vous le dit. Il y a des choses que je n'ai pas pu faire parce qu'il faut réfléchir différemment, parce qu'il faut réfléchir en termes de vente, parce qu'il faut réfléchir en termes de stats. Et au bout d'un moment, avec mon équipe, on en a eu marre parce que ce qu'on fait, c'est pas des statistiques, c'est pas de la vente. Nous, on fait de l'art, on crée, et si le seul moyen pour partager les choses telles qu'on a envie de les faire, c'est de passer par le théâtre amateur, alors on le fera. Et actuellement, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. J'espère pouvoir vous parler de nos dates prochainement, ce serait vraiment très très cool. Stay tuned. Et ce que je trouve hyper
hyper intéressant avec cette structuration du théâtre amateur, c'est vraiment l'ampleur que ça prend et le fait que artistiquement vraiment on te défend la chose, on te la défend comme quelque chose de qualité et ça je trouve ça hyper important et on ne peut que remercier les personnes qui ont été à l'initiative de ça et des personnes comme l'ADEC et tous ceux qui étaient avec eux dans les rédactions de documents qui sont beaucoup plus précis, qui sont des vrais outils quand tu veux te lancer, etc., qui sont des choses en fait archi nécessaires. C'est important de savoir dans quoi tu mets le pied et de savoir dans quoi est-ce que tu peux évoluer, quelles sont les limites aussi de ta pratique, etc. De la même manière que les pros, ils ont des limites, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas pratiquer plus de temps dans la sphère amateur au risque de perdre en fait leur intermittence, etc. Bah ça doit être la même chose dans l'autre sens. Tu peux pas entrer en concurrence déloyale avec une compagnie pro parce que sinon, bah en fait c'est autant déloyal pour les amateurs que pour les pros. Si tu te détermines amateur et que tu viens progressivement grappiller sur le terrain pro, bah dans ce cas tu passes pro. Pour pouvoir respecter tout le monde, il faut des limites claires et ces limites claires, on les a dans des documents qui sont bien pensés comme celui dont je viens de te parler, qui sont des ressources vraiment nécessaires. Aujourd'hui donc le théâtre amateur, il a bien dépassé la sphère des loisirs parce que même si tu vas continuer à pratiquer en loisir le théâtre, et bah il y a une dimension beaucoup plus poussée de recherche artistique et aussi de défense d'un territoire théâtral qui est super important. Et c'est important qu'on continue de donner les moyens au théâtre amateur pour faire ce qu'il a envie de faire. C'est important que les collectivités, les régions, les villes comprennent qu'on a besoin de financer le théâtre amateur parce que sans théâtre amateur, progressivement, c'est la chute du théâtre tout court. Si tu finances pas des créations amateurs, si tu rends pas accessible l'art, la création, la culture à tout le monde, alors progressivement, on tend vers quelque chose de clairement problématique. Et je pense qu'il y a beaucoup de collectivités qui ont besoin qu'on leur rappelle ça. Aujourd'hui, moi, je vis à Rennes. À Rennes, les financements pour l'amateur, ça devient de plus en plus compliqué, au même titre que pour le pro. Et c'est très important qu'on rappelle encore une fois à tout le monde qu'il faut financer la culture, parce que sans culture, c'est pas joli ce qui va arriver derrière. Si tu veux aller plus loin sur le sujet, je t'invite très fortement à regarder la vidéo de Théatrux qui parle de culture en lutte qui du coup se bat contre les coupes budgétaires notamment. C'est une vidéo qui est hyper importante, que personnellement je peux pas résumer parce qu'elle est trop bien construite et j'aurais peur de dire des bêtises, donc je t'y renvoie très fort. C'est important que tu te renseignes si tu aimes le théâtre sur culture en lutte, sur tout ce qui se passe en ce moment, parce que sinon un jour il y aura plus de théâtre et c'est pas le jour où il y en aura plus qu'il faudra qu'on se pose la question de comment faire en sorte qu'on continue à en avoir. Je profite de ce début de vidéo pour parler un petit peu d'un sujet qui a rapport avec la création des vidéos en question, puisque j'ai eu plusieurs fois la remarque et il me semble important de remettre un peu les choses d'équerre. Sur les 7 premiers épisodes, tu m'as entendu en introduction des vidéos parler d'un dictionnaire que j'ai utilisé pour pouvoir penser cette série, et c'est vrai que plusieurs personnes m'ont fait remonter le fait que l'auteur de ce dictionnaire est pas forcément quelqu'un qu'on a envie de recommander en termes de lecture. C'est la raison pour laquelle sur l'épisode précédent je ne t'ai pas cité le dictionnaire et que je ne le ferai plus à partir de maintenant. Je t'invite, si tu veux mener tes recherches, etc., à aller sur les précédentes vidéos, à te renseigner sur la personne, à toi de voir si tu as envie de le faire ou pas, c'est pas ma place. Ce que je voulais juste rappeler, c'est que effectivement c'est ce dictionnaire qui m'a donné envie de faire cette série, c'est ma base, mais toute proportion gardée. C'est-à-dire que je prends ce dictionnaire, je prends les mots qui sont associés au théâtre dans l'ordre, mais après l'ensemble des recherches que je fais sur le terme en question, c'est moi qui l'ai fait de mon côté. Quand je décide de te partager une anecdote, plutôt que d'aller dans un terme hyper pompeux qui a aucun rapport avec le théâtre, je te le dis, quand je te parle d'un terme plus précis, c'est moi qui fais mes recherches de mon côté de A à Z. Il n'y a absolument rien qui est pris dans ce dictionnaire si ce n'est les mots et l'ordre des mots, sachant que l'ordre des mots dépend de l'ordre alphabétique. En gros, ça me permet moi de me faciliter la tâche sur l'ordre des termes dont je vais parler, mais le contenu, encore une fois, m'appartient à 100%, à part l'ordre des termes, il n'y a rien qui vient de ce dictionnaire. Et je trouve ça important de le dire parce que certes, vous n'êtes pas beaucoup à regarder mes vidéos pour le moment, mais je me souhaite que ça change et qu'il y ait de plus en plus de monde qui suivent ce que je fais. Et du coup, ça peut poser question un petit peu sur les sources choisies, donc c'était important d'en parler. Je ne citerai donc plus ce dictionnaire, je prends les mots que je veux dans l'ordre que je veux, mais je trouve ça intéressant aussi de revenir sur certains termes, comme je disais, qui sont pas des termes théâtraux à proprement parler, mais plutôt des événements, des anecdotes, etc.,
etc. C'est mon choix de les garder parce que j'ai envie de vous proposer ce genre de contenu aussi, mais il fallait que les choses soient claires entre toi et moi, comme ça au moins c'est fait. Je reviendrai pas dessus, d'accord, donc regardez ce début de vidéo, je le mettrai en shorts partout et tout, comme ça tout le monde aura l'info, et nous on peut commencer. Aujourd'hui, on va parler d'anesthésie. Tu te doutes bien que l'anesthésie, de la même manière que d'autres termes dont on a parlé, c'est pas un terme qui est propre au théâtre. C'est plutôt un terme médical de manière générale, mais c'est un sujet qui est assez intéressant, en tout cas pour qu'on s'y penche le temps d'un épisode, donc bienvenue sur ce nouvel épisode. Quand on vient parler d'anesthésie au théâtre, on vient parler d'un effet assez marrant qui se passe sur scène, que tu as peut-être déjà expérimenté si tu as déjà joué un spectacle, et que tu as peut-être déjà vu sans t'en rendre compte aussi si tu n'es que spectateur ou spectatrice. L'anesthésie, c'est un espèce d'effet sur le corps qui t'arrive quand tu montes sur scène. Il y a ce phénomène qui se passe qui fait que d'un seul coup, plus rien n'existe autour de toi. Il y a que toi, il y a la scène, il y a ce que tu dois faire et tout disparaît autour. C'est vraiment un effet à expérimenter que personnellement j'ai été assez surpris de ressentir les premières fois où ça m'est arrivé. C'est pas du tout un effet mystique, il n'y a pas de truc comme ça qui se passe, c'est juste un effet du cerveau dû à ta concentration, au mélange avec les endorphines, avec le stress, etc., qui est complètement explicable, bien évidemment, scientifiquement parlant, mais qui est quand même assez dingue. Cet effet d'anesthésie, il te fait, comme je disais, oublier absolument tout ce qui fait ta vie à l'extérieur de la représentation. Et j'ai deux exemples qui me viennent en tête quand on parle d'anesthésie, cette espèce d'état de grâce quand t'arrives sur scène. C'est une histoire que j'ai vécue en tant que comédien et une histoire que j'ai vue en tant que spectateur. Cette histoire en tant que spectateur, elle est assez impressionnante. Quand j'étais à l'université, j'étais dans une asso de théâtre dans laquelle j'ai fait mes armes, j'ai concrètement tout appris. J'allais assister au spectacle d'un ami et dans ce spectacle-là, il y avait plein de potes à moi. Ce spectacle, s'il y a des personnes qui me connaissent de la fac, qui me suivent et qui regardent ce que je fais, c'était Open Space et si vous avez été là ce jour-là, vous savez très bien de quoi je veux parler. Open Space, c'était un spectacle complètement délirant, absolument exceptionnel et parmi les personnes qui jouaient, il y a donc une personne que je connaissais très bien. Le spectacle commençait dans le hall du bâtiment universitaire dans lequel on allait voir la représentation. Ça courait dans tous les sens, ça criait, il se passait plein de trucs, franchement c'était top. Et à un moment donné, une des comédiennes se foule la cheville. Mais se foule la cheville, vraiment c'était une catastrophe. Pour dire, nous en tant que spectateurs, on a été plusieurs à intervenir pour l'aider, etc., pour lui mettre un bandage et tout ça. Et c'est quelqu'un qui était un petit peu déterminé, on va dire, à continuer sa représentation. Ce qui a été assez fou avec cette espèce d'effet d'anesthésie, c'est qu'elle était tellement concentrée dans ce qu'elle devait faire, qu'elle a fait tout le spectacle en ayant, je ne sais plus si c'était une foulure à la cheville ou la cheville cassée en l'occurrence, mais elle est montée sur des tables, ça a été le bazar complet pendant toute la représentation et elle a réussi à assumer tout le spectacle. Et comme je disais, c'est un effet que moi j'ai déjà connu aussi, soit par cet effet de je suis tellement focus sur ce que je suis en train de faire que j'ai l'impression que le spectacle il passe en 15 minutes alors qu'il dure 1h30, mais aussi en termes de douleur pour le coup. Toujours dans cet asso universitaire, je jouais dans un projet qui était mis en scène par un de mes potes. Et dans ce spectacle, on jouait, nous, un texte contemporain en binôme. Et il a eu la super idée, à un moment donné, de nous faire danser. Sachant que moi, tout ce que je me souviens de la danse, c'est quand j'avais 3 ans, on avait fait un spectacle sur Blanche-Neige, et j'étais un nain, et tout ce que je me rappelle, c'est qu'on tournait un peu sur nous-mêmes en faisant tic-tac la pioche, là. Donc, vraiment, mon expérience de la danse, elle s'arrête là. Sauf que, dans cette partition de danse, il y avait à peu près 1 minute 32 minutes qui étaient chorégraphiées, et une bonne minute qui ne l'était pas. 1 minute de danse en impro pour une personne qui n'a jamais fait de danse. Merci, bonsoir, j'en garde un super souvenir. Et du coup, pendant ce moment de danse-là, je me dis, bon, fichu pour fichu, je vais tout donner. De toute façon, il me reste pas grand-chose avant la fin du spectacle. Je crois d'ailleurs que c'était la fin de notre partie à nous avec ma binôme, donc je me dis, allez go, tant pis pour le ridicule. Et je danse, et je danse, et je danse, et je suis sur le plateau d'une salle de théâtre que je connais très bien, et sur le bord du plateau, il y a une petite barrette en bois. Puis donc là, il y a le plateau, puis là, il y a ma tête, et à un moment donné, je m'éclate le front contre la baguette en bois, sauf que je suis tellement dans mon truc qu'en fait, je ne m'en rends pas compte. Je finis ma scène de danse, etc. On sort de scène, et d'un seul coup, dès que je passe la coulisse, une envie de vomir d'un coup d'un seul qui me tombe dessus, tous mes partenaires de jeu qui courent autour de moi, avec de l'eau, etc., qui me demandent en chuchotant « Est-ce que ça va, est-ce que ça va, est-ce que ça va ?» Et moi, je comprends pas à ce moment-là. Je comprends pas parce que je dis « Bah ouais, je sais pas, je me sens mal, bizarrement d'un coup, mais tout va bien et tout. » Et tout le monde me dit qu'ils ont entendu un bruit que moi, j'ai pas entendu. Donc je me pose, ça passe, je bois de l'eau, etc. Puis je me dis, ah, j'ai un mal de crâne
énorme, colossal le mal de crâne. En sortant de la représentation, toute l'équipe technique descend de la régie, vient me voir, me demande si tout va bien, s'il y a besoin d'appeler les pompiers, si j'ai pas un trauma crânien, et moi, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi on me pose ces questions-là. J'ai appris donc par les techniciens et techniciennes qu'en fait, je m'étais mangé le crâne dans le plateau concrètement. Et à cause de cet effet d'anesthésie, de concentration sur scène, je n'ai rien senti. Pendant 2 semaines, j'ai eu une bosse comme ça sur le milieu de mon front, mais pour le coup, j'ai pu assurer la représentation jusqu'au bout. Je ne sais pas la tête que j'ai eue sur les photos au moment du salut, je pense que j'avais déjà un star énorme, mais voilà, tout ça pour dire que cet effet d'anesthésie, c'est cette espèce de procédé chimique dans ton cerveau qui fait que d'un seul coup, t'es méga focus sur ce que tu fais et t'en oublies tout ce qu'il y a autour. Alors attention, hein, les exemples que je te cite sont des exemples assez précis de moments où je me suis fait mal ou alors quelqu'un que je connais s'est fait mal, donc il faut quand même être vigilant sur ce qu'on fait au plateau du fait de cet effet d'anesthésie. Parce que après, crois-moi que quand l'effet d'anesthésie il retombe, ça fait mal. Mais je trouve ça aussi intéressant de partager des choses comme ça. Cet effet-là, il arrive beaucoup quand tu joues un texte, tu joues un personnage et que tu es vraiment dans l'incarnation du personnage. C'est-à-dire que tu commences à réfléchir sur comment il va se déplacer, comment il va bouger, comment il réfléchit. Et la plupart du temps, quand tu arrives sur scène, quand tu arrives à incarner, bah là, tu es en plein dans ton effet d'anesthésie. Et souvent, c'est le mieux à vivre. Parce que quand tu sors de là, tu as toutes tes endorphines qui sont au max du max et du coup, c'est hyper agréable. Tu as des personnes qui vont jouer un petit peu sur le côté poétique, d'accord, du truc et te dire que, en fait, c'est le personnage qui rentre à l'intérieur de toi et tout. En réalité, comme je te disais, c'est un procédé chimique dans ton cerveau qui est complètement explicable, mais c'est un peu mignon de dire que, waouh, le personnage, il est vraiment entré en toi et tu es devenu le personnage, etc. Chacun son école, moi c'est pas mon délire, mais le fait est que cet effet d'anesthésie est quand même très agréable et quand t'arrives à vraiment incarner ton personnage, ben tu sors de là, t'es forcément content ou contente de ce que t'as fait. Ce qui est surtout intéressant avec cet effet d'anesthésie, c'est ce que ton corps est capable de faire par rapport à ton cerveau malgré tout. Le fait que tu ressentes plus la douleur, que tu ressentes pas un impact ou une chute ou quelque chose comme ça, alors que tu viens de la vivre parce que t'as cette espèce de bulle autour de toi de la représentation, moi je trouve ça assez magique en un sens et je trouve ça super chouette. Aujourd'hui, on va parler d'aparté. Déjà, avant qu'on commence, on va clore un débat tout de suite, on dit un aparté et pas une aparté. Comme ça, tu es au courant et on s'entend bien sur le reste de la vidéo. Un aparté, c'est un procédé qu'on utilise au théâtre quand un personnage va parler à part du groupe. C'est-à-dire que c'est une réplique qui est destinée à être entendue uniquement par le public, mais pas par l'ensemble des personnages qui sont présents sur scène. L'aparté, c'est une convention théâtrale qui permet aux personnages en fait de révéler des choses, de révéler des sentiments, révéler des événements, des éléments que seul le spectateur va entendre. Ça permet au spectateur de comprendre l'intrigue, comprendre le placement du personnage par rapport peut-être à des actions, des événements, etc. sans que les autres personnages soient au courant de ce qui est arrivé. Ça les maintient eux dans l'ignorance, mais toi, en tant que spectateur ou spectatrice, et toi tu es au courant de ce qui s'est passé et donc tu as une nouvelle lecture des événements et de tout ce que le personnage va pouvoir dire par la suite. L'étymologie du mot aparté, elle remonte au XVIIe siècle, comme beaucoup de choses dans le milieu du théâtre. C'est un emprunt à l'italien. En italien, on dit a parte pour dire à part, et donc du coup, on a collé le a, le parté, tac, aparté. Ça tombe sous le sens en termes d'étymologie, c'est ça l'avantage. L'aparté, c'est un moment très rare et qui doit être très bien pensé. Si on en met trop, alors on sort complètement le spectateur de la trame narrative principale. Quand on en met, il faut vraiment que ce soit bref, que ça apporte des éléments qui sont nécessaires et qui nous permettent de continuer à apprécier le spectacle. Un exemple d'aparté bien connu, c'est dans L'Avare de Molière. On a un moment donné où le personnage d'Ariane vient se mettre à part, du coup, pour dire quel animal au public. C'est une réplique qui parle d'Harpagon, mais qui est exclusivement réservée aux spectateurs et spectatrices. Le but étant pas que les autres personnages entendent ce qu'elle est en train de dire, mais bel et bien de partager son indignation avec le public. L'aparté, c'est donc un procédé qu'on peut utiliser pour créer du lien entre ce qui se passe sur scène et le public, et comme tu peux le constater, c'est quelque chose qui date. Molière l'utilisait déjà, Corneille l'a utilisé aussi, il y a plein de monde qui l'utilise, et ce qui est intéressant avec l'aparté, c'est que ça peut être écrit comme tel. Dans certains textes, on va vraiment écrire à part, et le personnage va parler
en aparté. Mais tu peux aussi, quand tu es sur scène, décider que certaines répliques valent mieux en aparté que en frontal au personnage. Et c'est ça qui est intéressant, ça crée un vrai jeu avec le spectateur, les spectatrices, que avec les comédiens, comédiennes sur scène. Ça crée du lien entre les deux espaces, ça permet aussi par moment de souffler un petit peu. Si tu as un propos hyper dramatique et que tu veux insérer un petit peu de comique dans ta pièce, ça peut être intéressant de le mettre en aparté. Personnellement, c'est un procédé que j'utilise beaucoup sans forcément le spécifier parce que c'est des répliques qui peuvent être dites dans la continuité, mais qui en aparté prennent un peu plus d'impact, notamment en termes de comique. Donc l'aparté, c'est un petit outil que tu peux utiliser si tu en as envie, tant que tu n'oublies pas que ça doit rester bref. Si tu fais que des apartés, autant écrire un monologue à un personnage qui va être adressé directement aux spectateurs, aux spectatrices, parce que si tu fais trop long en aparté, en fait au bout d'un moment on tombe sur quelque chose de pas très intéressant, on suit plus la trame narrative principale et du coup on perd le spectateur. Et donc il faut bien jongler quand on écrit un texte ou quand on décide de faire des apartés dans quelque chose qui existe déjà, de bien doser les choses histoire que ce soit pas trop et bien placé au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler d'appartement, plus précisément de théâtre d'appartement. Ce qui est très cool avec le format de jargon, c'est que je découvre plein de choses quand je prépare les sujets des vidéos, et en l'occurrence, le théâtre d'appartement est un sujet que je maîtrisais très peu de base. J'en ai jamais vu, j'ai des amis qui ont fait beaucoup de théâtre d'appartement, et je ne connaissais pas vraiment l'histoire du théâtre d'appartement, donc très content de vous partager ça aujourd'hui, et surtout d'avoir acquis de nouvelles connaissances. Je pourrais vous dire que le théâtre d'appartement naît au XVIIe siècle, mais cette fois-ci, c'est pas le cas. On laisse le XVIIe siècle tranquille, et on part en 1950 en Amérique du Nord. L'idée du théâtre d'appartement, c'est l'opposé du théâtre classique. On ne se déplace pas pour aller voir un spectacle, c'est le spectacle qui vient chez toi. L'objectif du théâtre d'appartement, c'est en fait de rendre le théâtre beaucoup plus proche des gens et donc de le faire venir dans des domiciles, à l'intérieur, dans des espaces qui ne sont pas pensés initialement pour faire du théâtre. Ça vire le côté notamment solennel du théâtre classique. C'est sûr que tu ressens moins le besoin d'être guindé dans ton canapé que sur un strapontin dans une grande salle. Ce type de théâtre, l'avantage qu'il a, c'est que ça permet aux artistes de créer différemment. L'espace est complètement différent, tu es chez quelqu'un ou chez toi, c'est pas du tout réfléchi, comme je disais, comme une scène, tu dois réfléchir tes éclairages différemment, comment tu mets en espace un endroit. C'est un théâtre qui est beaucoup plus libre et notamment dû au fait que tu vas être très proche des comédiens et comédiennes. C'est un format qui est hyper intéressant artistiquement dans le lien que tu crées avec le public et du coup qui ne peut pas jouer autre part que dans un espace personnel, un domicile, un endroit qui n'est pas théâtral à la base. Le théâtre d'appartement, il a été créé pour deux raisons principales. La première, c'est la difficulté à trouver des lieux où jouer. Difficile de se faire diffuser dans une salle, pas de problème, on va jouer dans un salon, dans un appart, et on continuera à faire du théâtre. Et ensuite, dans cette recherche, comme je disais, de convivialité au moment de la représentation et de lien entre les artistes et le public. Et tu l'auras compris, c'est pour ça qu'on appelle ça du théâtre d'appartement, puisque majoritairement ça se joue dans des appartements. Bien évidemment, aujourd'hui, ce qu'on appelle théâtre d'appartement, ça joue pas que dans des appartements, ça joue aussi dans des granges, dans des salons, dans des maisons, dans des jardins, etc. Mais c'est toujours dans cette logique de mettre le théâtre chez l'habitant et de créer une proximité entre les artistes et le public. Peut-être que si je le répète 10 fois, tout le monde aura grave retenu le truc. Pour éviter de me répéter 1000 fois dans cette vidéo, je vais te faire une liste de tout ce que permet le théâtre d'appartement. Ça prend place dans un lieu intime et convivial, comme un appartement. Ça peut se jouer uniquement devant un petit public, puisque les espaces privés sont forcément plus petits qu'un espace de théâtre classique. Souvent, c'est des formes du coup qui sont plutôt courte. Et comme je l'ai déjà dit, avec des techniques limitées en termes de son, tu vas avoir ton enceinte personnelle que tu vas pouvoir utiliser. En termes de lumière, ça va être ta lampe de chevet et tu vas devoir jouer avec toutes ces choses du quotidien pour en faire quelque chose de théâtral. Et ça, je trouve que c'est la meilleure partie de tout. Il n'y a pas vraiment de chiffres pour le théâtre d'appartement parce que c'est du théâtre qui sort des circuits classiques. Souvent, c'est des compagnies indépendantes ou amateurs qui vont faire des spectacles en appartement et du coup, on peut pas chiffrer parce que ça se passe vraiment dans
la sphère personnelle, et du coup c'est impossible d'avoir des chiffres sur des entrées, sur du public ou quoi que ce soit. Mais histoire de savoir un petit peu ce que ça peut représenter, ce théâtre d'appartement, je suis allé sur la plateforme Hors Mur. Hors Mur, c'est une plateforme que j'ai découverte il y a quelques années, où en gros le principe c'est justement d'apporter l'art dans les maisons, dans les domiciles privés, etc. Et donc en tant qu'artiste, tu peux t'inscrire dessus pour proposer tes créations, et en tant que particulier, tu peux recevoir des spectacles, ou des expositions, ou des lectures, ou ce genre de choses, etc. Et cette plateforme, je trouve, elle te permet d'avoir un petit ordre d'idée de la place du théâtre d'appartement, parce que dans la catégorie spectacle vivant, tu as 459 artistes qui sont répertoriés. Alors dans toutes les personnes qui sont répertoriées, il n'y a pas forcément que du théâtre, d'accord? Il va y avoir aussi plein de disciplines qui sont rattachées au spectacle vivant, et c'est 459 au moment où j'écris cette vidéo. Donc entre le moment où je l'ai écrite et maintenant, il y a quelques semaines, mois qui se sont écoulés, mais ça te donne un ordre d'idée un petit peu de tout ce qui est possible à faire à domicile directement. Et ce que je trouve vraiment chouette avec ces formats-là qui changent de l'ordinaire, qui sont déjà expérimentés par le théâtre de rue et que là on vient amener autre part, c'est que c'est pas dans une logique de frustration de pas trouver de salle. Bien sûr qu'il y a des personnes qui se tournent vers le théâtre d'appartement par difficulté là-dessus, mais c'est pas parce que c'est difficile que c'est frustrant. Et donc ça veut pas dire que c'est un travail qui a été frustré par ça. Un peu comme le théâtre amateur, on a précisé que c'est pas parce que t'es amateur que t'es moins bon qu'un pro, et bah c'est pas parce que tu fais du théâtre d'appartement que tu es forcément un artiste frustré qui n'arrive pas à trouver de salle. Aujourd'hui, c'est vachement des personnes qui cherchent cette proximité avec le public, qui cherchent de nouveaux espaces, qui veulent expérimenter des formes nouvelles, ou ce qu'on appelle concrètement du théâtre hors les murs, c'est-à-dire du théâtre qui va pas aller en salle classique, mais qui va chercher à se revisiter, à renouer avec autre chose. Donc ne pars pas du principe que le théâtre d'appartement sera moins bon qu'un théâtre en salle. Le théâtre d'appartement, c'est souvent lié à des mouvements alternatifs ou aussi à des manifestations. Amener le théâtre dans d'autres endroits que des salles conventionnelles, bah c'est aussi continuer à démocratiser cet art qui aujourd'hui n'est pas forcément par exemple consommé par les plus jeunes parce que c'est un public vieillissant et aussi des artistes vieillissants qu'on a sur les scènes nationales. À un moment donné, faut pas se mentir, quand tu regardes les programmations de certains théâtres, où est la nouveauté? S'il vous plaît, où sont les nouveaux artistes? Où sont les jeunes? Tu n'as personne de moins de 30 ans dans la plupart des programmations et je trouve ça excessivement dommage. Peut-être que j'abuse en disant personne, mais sincèrement, c'est quand la dernière fois que vous avez vu quelqu'un qui a moins de 30 ans sur une scène nationale? Le théâtre d'appartement, je ne l'ai pas précisé, mais on n'a pas forcément de traces de quand est-ce que ça a été inventé, parce qu'en fait, ça n'a pas été inventé par une personne qui a dit « Hey, on va faire ça maintenant », et qui du coup serait genre le père ou la mère du théâtre d'appartement. C'est plutôt un concept qui est né de pratiques collectives dans les années 50-60 à peu près, et qui ensuite a été popularisé par des artistes qui ont aimé la démarche, aimer la recherche artistique que ça implique et du coup ça s'est démocratisé comme ça. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet que j'avais trop hâte de traiter parce que quand j'ai fait mes recherches dessus, j'ai découvert des trucs que j'ai trouvé exceptionnels. On va parler d'applaudissements. À moins que tu vives dans une grotte, tu sais forcément en quoi consiste un applaudissement. Mais est-ce que tu savais que les applaudissements, ça remonte à tard l'époque? Plus précisément, les applaudissements, ça remonte à plusieurs millénaires. On va tirer un petit peu sur le fil pour savoir d'où ça vient et comment on en est arrivé à applaudir dans les salles de spectacle pour féliciter des artistes. Bon, déjà pour commencer, le fait de taper dans ses mains, c'est quelque chose de juste instinctif et de primitif. Les bébés le font super tôt, les primates le font aussi, bref. C'est un geste initialement qui est fait pour montrer une émotion ou pour attirer l'attention. C'est un geste qui demande de l'ampleur et qui surtout fait du bruit. Et chez nous, les humains, ça nous permet donc de montrer qu'on est content et de montrer qu'on approuve quelque chose. La manière d'applaudir, par contre, elle n'est pas la même chez tout le monde, donc ça va dépendre de la culture de tout un chacun. Les applaudissements, ça remonte à tellement longtemps qu'on en parle même dans la Bible. On parle à un moment donné du fait de battre des mains pour montrer son contentement. Chez les Grecs, jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, on parle déjà des applaudissements pour approuver, montrer qu'on aime aussi quelque chose. C'était déjà utilisé dans le théâtre et c'était aussi utilisé pendant les débats. Et les applaudissements, c'était aussi utilisé pour rythmer les spectacles. C'est un procédé qu'on utilisait beaucoup pendant les fêtes de Dionysos ou pendant des représentations, etc. Chez les Romains, les applaudissements, c'était encore plus codifié. L'acteur principal pouvait dire « valete et plaudit », ce qui veut dire
portez-vous bien et applaudissez. Je suis pour qu'on remette ça à la fin des spectacles, s'il vous plaît. On fait rentrer quelqu'un en toge sur scène qui vient dire valete et plaudite à la fin du spectacle. S'il vous plaît que quelqu'un fasse ça, ce serait top. Et si personne ne le fait, c'est moi qui vais finir par le faire. Il faut savoir d'ailleurs que les Romains, ce sont quand même les personnes qui ont inventé l'applaudimètre. Alors bien sûr, on vulgarise à ce niveau-là. Selon la puissance des applaudissements ou la sincérité qui était mise dedans, ça pouvait plomber complètement les carrières de certains acteurs ou de certains politiciens. Et à l'inverse, si les applaudissements étaient vraiment hyper enthousiastes, ça pouvait booster les carrières en question. Et donc évidemment, tu te doutes bien que si ça sert à booster ou à détruire la réputation de quelqu'un, t'as des personnes qui ont commencé à en payer d'autres pour qu'ils puissent influencer la foule. Par exemple, je te paye, comme ça, tu vas aller dans le débat de mon rival, et puis tu vas faire des bouts, et puis tu vas pas applaudir correctement, comme ça tu vas le déprécier, comme ça moi je vais prendre de la valeur. Ou inversement, payer des gens en disant s'il vous plaît, applaudissez bien pour moi, ce serait super cool, s'il vous plaît. Ça montre que les applaudissements, c'était pas toujours spontané, mais que par contre, c'est un vrai outil social. Maintenant, faisons un bond en avant en termes d'histoire. On arrive au 19e siècle. Il y a une chose importante à savoir sur le 19e, c'est que les théâtres, c'était super bruyant. C'est pas comme aujourd'hui où tout le monde se tait, là il y avait des rires, des cris, il y avait des applaudissements, des murmures, enfin bref, c'était un peu le sbeul. Et il y avait tellement de bruit dans les théâtres qu'à un moment donné, ça a complètement dérapé. Laisse-moi te parler de la claque. La claque, c'était des gens qui étaient professionnels dans le fait d'aller dans un spectacle, soit pour applaudir, pour soutenir des artistes, soit pour les siffler, pour faire en sorte d'entraîner un mouvement de foule contre l'artiste en question. Et il y a un gars, il a tout compris, c'est le GOAT de la claque. Et vraiment, je te jure que quand j'ai fait mes recherches et que je suis tombé dessus, j'étais mort de rire de juste... Le gars, il a plié le game de la claque et je t'en parle tout de suite. Ce gars-là, il s'appelle Jacques Rochette de la Morlière. Et je te promets que je l'ai dit en une seule fois. Jacques, il avait plusieurs casquettes. C'est un écrivain, un dramaturge, un critique dramatique, plus largement un homme de théâtre français du XVIIIe siècle. Et ce gars-là, il a été connu pour ses écrits d'un côté, mais aussi pour avoir mené une vie particulièrement controversée. Un jour, Jacques, il était tranquille comme ça, et il s'est dit, tiens, j'ai une idée, je vais devenir chef de cabale. Je vais t'expliquer tout de suite en quoi ça consiste. En gros, c'est une personne qui est responsable d'un groupe organisé de personnes, qu'on appelle une cabale, qui est spécialisée dans le fait d'influencer l'opinion publique sur d'autres personnes. Le gars a eu cette idée et il a rassemblé entre 150 et 200 clappeurs, d'accord, pour mettre le bordel complet à la Comédie Française et au théâtre italien. Le jour où il y avait un spectacle, dans ces théâtres-là, il y avait les clappeurs qui rentraient dans la salle et qui se dispersaient un peu partout. Parce que s'ils arrivaient en groupe, on pouvait les spotter très rapidement et du coup, les faire sortir. Donc, ils étaient intelligents. Ils se mettaient un petit peu partout dans la salle, comme ça, histoire de pas se faire cramer. Et ils déclenchaient soit des applaudissements, soit des sifflets, à la demande des personnes qui étaient sur scène. Ça servait les intérêts personnels, les intérêts politiques, les carrières de chacun chacune. Et du coup, ils étaient payés pour siffler à des moments précis, pour dire « Eh, lui, il est nul !» ou alors « Ah, lui, il est super !» pour pouvoir influencer les carrières des gens de manière générale. Et ils faisaient pas ça que pour les comédiens. Ils faisaient ça aussi pour les directeurs de théâtre. Et il faisait pas ça que pour les comédiens, il faisait ça aussi pour les auteurs et pour les directeurs des théâtres. Et notre bon Jacques, il utilisait tous ces clappeurs soit pour faire courir la rumeur d'un succès, comme ça tout le monde se disait « Ouah, mais regarde cette pièce, les gens ont applaudi de ouf, mais ça doit être un banger ce truc !» Soit pour faire littéralement échouer une pièce. Ah ouais mais non, mais je te dis pas le calvaire, tout le monde a sifflé de A à Z, c'était nul, mais de bout en bout, naze. Mais c'était aussi pas mal pour faire échouer une pièce en pleine représentation. Ça commençait à crier dans tous les sens, etc. Comme ça, impossible de continuer la représentation. Du coup, la représentation est complètement loupée. Du coup, le spectacle se tape une sale répute. Et en faisant ça, Jacques, le truc, c'est qu'il avait un pouvoir énorme. Il était capable d'influencer les représentations et donc de manipuler l'ensemble du milieu théâtral de l'époque. Je sais pas si on se rend compte de l'impact que ça avait, ce genre de comportement, sur
tout le milieu. Au bout d'un moment, il y a des gens quand même qui se sont plaints de ça et l'usage du sifflet a donc été régulé. Parce que quand je te parle de sifflet, les gens ils avaient un vrai sifflet. Donc je te laisse imaginer le bruit dans la salle. En gros, on a considéré que c'était trop bruyant et du coup c'était trop déstabilisant et on a dit c'est bon les sifflets, stop. Donc Jacques il s'est dit quoi? Il s'est dit comment ça? Je peux pas venir dans mes salles et je peux pas siffler pour me faire payer pour pouvoir ruiner des carrières. Il s'est dit je vais inventer autre chose. Et du coup, avec ses clapeurs, ils allaient dans des salles, et comme ils pouvaient plus siffler, ils bâillaient de manière extrêmement exagérée pendant très longtemps. Jacques, il en a de la ressource. Vraiment, il est déterminé à être chiant de A à Z. Et le pire, c'est que ça a continué pendant un bon moment comme ça. Le gars a littéralement transformé l'art en transaction marchande juste pour pouvoir exercer une influence. Mais t'imagines bien que Jacques, il s'arrête pas là. Il se fait payer grassement, soit pour applaudir, soit pour bâiller, du coup, dans une salle de spectacle. Par contre, il sous-paye à fond sa cabale. S'agirait pas non plus de bien payer les gens correctement. Donc si tu résumes bien, le gars se fait payer pour faire du boxon dans les salles de spectacle, pour ruiner des carrières littéralement. Il sous-paye son équipe, il met sa grande part dans sa poche, et par contre, il gagne en influence de dingue, parce qu'en plus, comme c'est lui qui gère tout, c'est lui qui récupère tous les contrats. Bien évidemment, au bout d'un moment, la vie incroyable de Jacques, elle s'arrête là. C'est qu'il a tellement tiré sur la corde que ça a provoqué des scandales. Il a été évidemment accusé de corruption, et de fil en aiguille, la confiance qui lui était accordée et sa crédibilité, parce qu'on rappelle, le gars n'était pas que responsable de sa cabale, il faisait aussi d'autres choses dans le milieu théâtral, forcément ça en prend un coup, et donc petit à petit, on arrête de lui faire confiance. Donc aujourd'hui, la convention veut que si tu as apprécié à la fin d'un spectacle ce que tu as vu, eh bien tu applaudis. Mais si tu n'aimes pas, soit tu sors de la salle, soit tu n'applaudis pas à la fin, mais dans tous les cas, on n'en est plus à ces extrémités-là, et fort heureusement. Donc en résumé, le fait d'applaudir, c'est à la fois un geste instinctif, mais aussi un geste culturel. C'est un geste qui a littéralement une histoire. Et je trouve ça trop bien. Donc la prochaine fois que tu iras voir un spectacle, je t'invite très fortement à penser à ce cher Jacques. Et à penser au fait que, finalement, peut-être que des ados qui parlent pendant un spectacle, ça fait quand même vachement moins de bruit. Aujourd'hui, on va pas parler d'un terme rattaché à la scène, puisqu'on va parler d'une personne sans qui on serait tous dans la panade, l'attaché de presse. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'ici et quoi un attaché de presse? Un ou une attachée de presse, c'est une personne qui travaille à la communication, notamment auprès des médias, pour une compagnie ou pour une structure. Son objectif, c'est de faire connaître le spectacle et de faire connaître tout ce qui se passe aussi autour des structures, dépendant pour qui il ou elle travaille. C'est cette personne dans une équipe qui va prendre contact avec des journalistes, auprès de la presse écrite, de la radio, de la télé, mais aussi auprès des influenceurs, influenceuses, etc. C'est la personne qui est en charge de la rédaction des communiqués de presse. Parce que bien évidemment, quand tu montes un spectacle, à la base, tu réfléchis pas à tous les dossiers administratifs que tu vas devoir monter, et donc tu es bien contente quand tu peux compter sur quelqu'un pour le faire à ta place. Le communiqué de presse, concrètement, c'est un petit document que tu vas pouvoir envoyer aux journalistes qui présentent ton spectacle brièvement. Je dis spectacle, mais bien évidemment, je parle aussi des événements, d'une structure, etc. Mais bon, voilà, de manière générale, si je dis spectacle, ça englobe absolument tout. Ce document, il est hyper nécessaire parce qu'il est bref, comme on disait, et il regroupe les informations les plus importantes à transmettre aux spectateurs qui pourraient être intéressés par un spectacle. Ça répond donc aux questions essentielles: qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment. Et c'est aussi la personne qui est en charge de la rédaction des dossiers de presse. Parce que ces documents, c'est pas du tout la même chose. Là où un communiqué de presse, ça va être vraiment les infos principales, comme on a dit, le dossier de presse, lui, va plus en détail dans la présentation de ton projet, de ce que tu veux transmettre. En gros, ça présente en détail ta compagnie, ton projet, ce que tu vises avec, ton public, tout en détail. À l'intérieur, souvent, t'as des photos, t'as des biographies, les intentions artistiques, la genèse du projet, des critiques, des extraits de texte, des liens vers des vidéos, bref, l'ensemble. C'est vraiment le gros document qui présente tout ton projet de A à Z. L'attaché de presse, c'est donc une personne qui va vraiment réfléchir à une stratégie de communication pour ton spectacle, ou pour ta structure, encore une fois. C'est la personne qui va diffuser l'info sur les spectacles, qui va organiser des rencontres avec les journalistes, avec la presse et toutes les personnes qu'on a citées précédemment. C'est vraiment la personne qui gère l'image publique de ton spectacle et qui aussi parfois peut être amenée à gérer tout l'aspect réseaux sociaux, etc. Pour bien faire ton boulot en tant qu'attaché
attaché de presse, bien évidemment, il y a des prérequis. Il faut que tu connaisses très bien le spectacle dont tu vas parler ou la structure dont tu vas parler. Parce qu'évidemment, tu te doutes bien que parler à des journalistes d'un spectacle que tu maîtrises pas peut très vite y avoir un petit souci. Bien évidemment, c'est quelqu'un qui va aussi devoir connaître très bien les médias qu'il ou elle va contacter, parce que tu ne contactes pas la télé ou la radio pour les mêmes choses avec le même impact, etc. Si tu fais un spectacle où ton but c'est vraiment de toucher la ruralité autour d'une grande ville, par exemple, ben tu vas pas forcément te tourner vers les mêmes médias. Il faut que ça reste cohérent de A à Z. Et donc évidemment, c'est quelqu'un qui va devoir répondre aux questions. C'est quelqu'un qui va faire en sorte que la personne qui met en scène le spectacle, les comédiens, les comédiennes, soient pas toujours obligés de répondre à toutes les questions sur le spectacle. En fait, tu délègues complètement cette partie. Donc il faut une personne de confiance. Une personne qui est capable aussi de défendre ton bout de gras en tant qu'artiste. C'est très important parce qu'il faudrait pas que cette personne nuise à l'image de ta compagnie. C'est un petit peu comme les chargés de diffusion dont on parlera quand on arrivera au D, donc dans longtemps concrètement. Faut savoir que j'ai regardé un petit peu, d'ici la fin de l'année, si je publie une vidéo par semaine, à la fin de l'année on aura commencé les B. Et quand je vous parle de ça, je vous parle aussi d'expérience. Il y a une personne que je connais qui avait pris avec lui une personne qui était en charge de la diffusion et qui était en charge aussi de tout ce qui était lien avec les médias, etc. Qu'il a dû remercier, on va dire, parce que cette personne en fait faisait pas du tout correctement son taf, ne connaissait pas suffisamment ses créations à lui, n'arrivait pas à communiquer comme il faut avec les responsables de salle, etc., les médias, les journalistes et tout, et du coup ça a fini par porter atteinte à la réputation de sa compagnie, et bien évidemment, ça pouvait pas le faire. Donc si tu as l'intention d'embaucher quelqu'un en tant qu'attaché de presse, ou même de prendre cette personne bénévolement pour t'aider à cet aspect-là dans ta diffusion, parce que bien sûr, dans le théâtre amateur, il y a aussi des personnes qui préfèrent ces postes-là, donner de leur temps pour des compagnies de manière bénévole, plutôt que d'être sur scène, etc. Donc tous les cas de figure sont possibles. Fais bien attention à la personne que tu prends. Prends une personne de confiance et une personne qui apprécie ton travail et qui sera du coup capable de le défendre autant que toi tu es capable de le défendre. Pour résumer, l'attaché de presse, c'est une personne que tu vas pas voir sur scène mais qui fait un énorme travail dans le fond. Ça fait partie de ces personnes qu'on ne remercie pas assez dans le processus de diffusion d'un spectacle. C'est une personne qui aide les artistes, aide les structures à se faire connaître, qui les aide à tenir et qui, on va pas se mentir, retire une énorme charge mentale aux metteurs et metteuses en scène. Alors pour clôturer cette vidéo, je vous propose qu'on dise merci aux attachés de presse dans les commentaires. N'hésite pas, toi, à notifier des attachés de presse que tu connaîtrais ou des personnes qui t'aident dans ton travail de compagnie, dans tout ça, à tenir et à faire toute cette partie qu'on n'aime pas, administrative et de diffusion de nos spectacles. Merci les attachés de presse, vous êtes super. Je te remercie, toi aussi, très fortement d'avoir suivi cette vidéo en entier. Vous êtes peu à suivre les vidéos, mais je vous remercie très fortement du soutien que vous m'apportez, de votre engagement, de vos abonnements, etc. Donc n'hésite pas à commenter, liker, partager, t'abonner et tout ce que tu peux faire. Ça me ferait super plaisir, c'est vraiment hyper nécessaire pour me permettre de prendre aussi en visibilité et de partager ce que je partage avec plus de monde. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo jusque là et je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode.